Nous sommes sur la rivière Ruki, un des affluents du fleuve Congo, qui se jette à partir de Mbandaka dans l'Équateur. C'est pourquoi nous sommes sortis, mais ça nous a pris toute une journée de négociations et de négociations et de négociations. Mais après, ils ont compris, et surtout qu'on avait tous les documents du gouvernorat qui montrent que c'est un travail qui est tant attendu, donc point n'était besoin de s'opposer, quoi. Et quelle est la distance que vous avez franchie aujourd'hui? On a fait 1350 mètres, mais 500 mètres étaient coupés au premier jour de l'exploration. Donc aujourd'hui, nous avons pu ajouter seulement 800. C'est quand même un peu dur par rapport Et les prélèvements, qu'est-ce que ça donne? On a juste fait un test pour voir s'il y en a, mais ça promet. Donc nous étions presque à 1 mètre, mais je crois que ça va aller peut-être à 3 ou plus. Nous étions dans la forêt hier. On a déjà vu que oui, il y a le tourbe là-bas. Et on a commencé à couper notre transect pour aller plus loin dans la forêt. Donc, on va continuer ça et aussi on va prendre les échantillons de tourbe aujourd'hui. Alors, est-ce que la tâche vous semble facile? C'est facile? Non, jamais c'est facile dans la forêt. Ici, spécialement, la végétation est un peu dense, donc ça prend du temps pour couper le transect. Oui. Vous allez faire combien de jours ici? Bon, aujourd'hui, c'est juste le 12e jour qu'on va être dans la forêt. Oui. C'est votre quatrième expédition en RDC, la deuxième? Oui, c'est le 12e, oui. Alors, qu'est-ce que les résultats de la première expédition ont donné déjà de Yokolama? Bon, on travaille toujours avec les données là. Donc, ce travail-là, ça continue dans le laboratoire, par exemple. Vous ne savez pas, ça peut prendre combien de temps pour arriver à être publié? Bon, on a cette mission et après, on a une troisième mission ici, dans le RDC, et une autre mission dans l'autre côté, à Congo-Brazza. Donc, quand on a toutes les données, on va regarder toutes ensemble et c'est jusqu'après ça qu'on va publier. Selon notre carte satellitaire, pourquoi nous avons choisi ces sites? Parce que nous avions dit auparavant que nous avons commencé nos études en République du Congo. Et ici, en République démocratique du Congo, nous voudrions aussi retracer si le processus de formation de ces tourbes est la même qu'en République du Congo, où c'est un peu différent. Et si le processus de formation entre les sites diffère d'un site à un autre. C'est comme ça que nous sommes en train de procéder à des sondages pour savoir à la fois les sites. Et qu'est-ce qui est différent? Pourquoi nous avons choisi ces sites? Nous pensons que ces sites, entre deux grandes rivières, les tourbières se formeraient par un processus d'érosion du sol et qui a comblé le bassin versant. Et ainsi, peut-être, il peut y avoir un processus différent de ce qui a été au Congo-Brazza, mais qui, selon la généalogie de la formation géologique, peut-être se rapprocher de ce qu'on a trouvé en Amazonie. Oui, les données préliminaires montrent d'abord la présence qu'il y a les tourbières, il y en a. Mais quant à savoir maintenant le processus de formation, c'est après les analyses. Mais déjà les indications que nous avons dit qu'il y a de la tourbe. Donc le bassin a accumulé la tourbe, mais à quelle quantité et puis depuis quelle période généalogique. Donc c'est ça qui reste à déterminer de par l'analyse et la datation des échantillons. Est-ce qu'aujourd'hui on est arrivé à cartographier toutes les forêts de tourbières en RDC déjà? Non, merci beaucoup, mais si on avait terminé à cartographier, donc on finirait d'explorer. Mais nous sommes toujours dans la phase d'exploration qui va nous amener à passer en revue l'étendue que nous avons supposée, l'étendue qui a été marquée par l'image satellitaire.
Mais nous ne sommes qu'à notre deuxième expédition, certes qui couvre une grande partie. C'est une étendue de 146 000 km² entre les deux Congos. Comme en République du Congo, on avait déjà travaillé, mais les 2/3 de cette étendue est en République démocratique du Congo. Donc, ce qui fait que nous sommes en train d'explorer. Si on termine cette exposition, on peut prétendre être environ à la moitié de l'étendue des tourbières en République démocratique du Congo. Les estimations en termes de capacité de séquestration de carbone? Les estimations sont énormes parce que nous n'avons pas encore procédé aux analyses, mais quand nous voyons la densité, donc la quantité des tourbières et puis des tourbes et la profondeur que nous sommes en train d'atteindre, alors quand nous voyons la consistance, la densité, nous pensons que les quantités estimées par images satellitaires seront presque les mêmes, mais ça sera assez élevé par rapport à ce qu'on a prédit en utilisant les images satellitaires. Comment évoluent les analyses au niveau de l'université de l'île? Oui, si les analyses de la végétation sont presque directes parce qu'on sait distinguer clairement les types de végétation, les types d'habitat, mais par contre, les analyses des tourbes elles-mêmes un peu traînent parce que ce sont des analyses de laboratoire, bien que nous avons des grands laboratoires, mais il n'y a pas beaucoup de laborantins. Donc, c'est en train de se faire au fur et à mesure, mais nous pensons que jusqu'à terminer, ça va nous prendre encore peut-être jusqu'à l'année 2020 pour que nous ayons tous les résultats, à la fois aussi des terrains et les résultats des analyses. Donc, les résultats des analyses au laboratoire ne peuvent pas immédiatement suivre les résultats des terrains. Mais on aura à la fin une estimation assez exacte de ce qu'est les quantités de carbone dans nos tourbières. Alors, nous comprenons qu'aujourd'hui, c'est encore la force écologique de la RDC qui se renforce, mais on peut déjà savoir à quoi pourra s'attendre le pays. Oui, ça c'est presque dans le politique, mais ce que nous sommes en train de faire, c'est de donner de l'argument au gouvernement congolais, de savoir ce qu'il a comme ressources dans ces tourbières, afin de discuter, d'avoir une argumentation dans les discussions, dans les forums internationaux. Et oui, ce n'est pas seulement l'étendue de la forêt, mais c'est encore une portion de cette étendue. Les tourbières ne font que 3% de toute la végétation terrestre. Mais si en RDC, juste 146 000 km² peuvent jouer un rôle, comme nous l'avons toujours dit, qu'ils ont la capacité de séquestrer 30 billions de tonnes de carbone, équivalent à 3 années d'émissions de gaz à émission de l'Europe et des États-Unis. Donc ça fait quand même un laboratoire naturel qu'ils ont et il y a de quoi espérer que les politiques vont négocier de la même manière que ça. Je ne sais pas, on va juste organiser l'équipe et après on peut avancer. Combien de minutes? Oh, pas trop de temps, je crois. Juste quelques minutes et on va aller. Comment vous sentez déjà? Ça va un peu. Oui, on a beaucoup de travail à faire, donc toujours... bon, je ne suis pas... Ça va. Ça peut vous prendre combien d'heures aujourd'hui dans la forêt? Bon, normalement, on travaille toute la journée parce qu'on a beaucoup de travail à faire. Mais donc, normalement, l'équipe doit être à la pirogue avant 17h, avant la nuit. Sable dans cette expédition. Nous voulons procéder au prélèvement des mesures de pH de l'eau pour connaître l'acidité. Alors nous avons un appareil que nous appelons pH mètre et cela va nous permettre de déterminer si l'eau est acide. Évidemment c'est acide, mais à quelle teneur. Et cela nous l'associons à la vitesse de sédimentation, de décomposition de la tourbe. Ainsi, quand nous allons prélever les carottes, nous associons aussi aux données du pH de l'eau, de l'acidité de l'eau. Et cela nous indique un peu sur l'apport de chaque matière organique qui tombe, à quelle vitesse ça peut se décomposer.
et ça a un apport aussi dans la densité de carbone. C'est ce que nous voudrions faire maintenant. Donc là, nous sommes en train de calibrer. Il faut que nous remettons à 0, comme ça c'est uniformisé et ça peut nous donner la lecture réelle de... Constater sur Vous voyez que comme vous nous avez toujours accompagnés, ici c'est trop clair. C'est vide, il n'y a pas même assez d'arbres ici. Je compte rapidement, c'est moins de 10 espèces d'arbres. Donc c'est une végétation assez pauvre. Mais la pauvreté de la végétation, de la flore, n'est pas le même équivalent que la tourbière. Donc la tourbière n'est pas formée que de grands arbres, il y a aussi tous ces arbustes, et vous voyez les rotins, tout ça contribue. Donc, mais sur le plan floristique, ces habitats seront un peu plus pauvres que les autres sites. Oui. Donc on peut comprendre que c'est une nouvelle découverte. Oui, ça entre dans la variabilité que nous sommes en train de chercher. Oui. Il faut couvrir toutes ces variabilités il faut savoir que ce que nous allons avancer comme quantité de carbone et comme richesse floristique va être la moyenne de l'ensemble des sites. Donc cela va bien parce que ça nous donne une variation dans l'ensemble du paysage cartographié des tourbières. So we've chosen to core here because initially we have some idea of what we might expect to find along the transect based on satellite imagery. But actually yesterday when we were working here, to our surprise, we found peat present here under this rattan vegetation. And this is the first time really that we've encountered peat forming under this area of rattan. Okay, so now we're going to take a peat core and we'll see if there's been any shift in the vegetation through time, and you can also look at proxies for how wet the conditions have been, which might give you some information on past changes in the regional climates. Okay, so I think we can just get on with taking the peat core. Okay, so let's bring it here, yeah. I'll try not to lose stuff. No. Sac de riz. No. Demain, on devra mener un sac. Ainsi que chaque fois que nous prélevons, nous devons nettoyer. Donc, comme ça évite la contamination du carbone d'un milieu à un autre. So yeah, otherwise we get the raw. Alors, on a des données erronées. On peut donner un âge qui n'est pas conforme à l'extraction qu'on a faite. The baby peat. Yeah. Donc nous allons prendre les premiers 50 cm que nous sommes en train de piétiner directement. Et nous allons nous enfoncer au fur et à mesure. What water? Should we measure the water in this? There, so we know. Yeah, maybe over there. Yeah, maybe over there. Parce que déjà on a piétiné, il y a de l'eau. Donc il faut savoir que exactement. You might want Say when. Bit more. Okay? Yeah. Okay. Let's turn. Okay, I'm gonna fill it up. Okay. So I think maybe like there. Okay, ready? You're too strong. 12 meters from the river, so already that's quite a lot. And I guess the important thing to remember about the Congo Basin is that relative to other tropical peatlands, it's not very deep,
but it's very extensive, and that's why there's so much carbon stored in this region. Not necessarily because it's really deep, but because it covers a huge area, an area bigger than the size of England, which is quite, something. If you think that the Congo Basin peatlands store an estimated 30.6 billion tonnes of carbon, which is equivalent to about 20 years of US emissions, then if you can imagine that if we disturb these ecosystems, and even if just some of that carbon gets released as CO2 into the atmosphere, then that is going to have an impact that's going to contribute to greenhouse gas emissions and therefore contribute to climate change. So these peatlands could play a role in mitigating climate change, but if disturbed, they could then aggravate the situation. Any emissions released into the atmosphere will contribute to the levels of CO2 in the atmosphere, and that will contribute to global warming, and that has an impact for everyone. So it's not just in the interest of the two Congos to keep these peatlands protected, but it's of global importance to keep these peatlands protected. Some of the activities, for example, which could result in these peatland ecosystems releasing carbon to the atmosphere include things like converting the peatlands to agriculture or converting to oil palm plantations. And that's something that we've seen particularly in areas such as Southeast Asia, where the peatlands have undergone extensive destruction and degradation, and as a result have released really large amounts of carbon into the atmosphere. Other activities which could potentially be a threat for these peatlands could be, for example, things like hydrocarbon exploration. So essentially anything that changes the hydrology of these ecosystems and leads to them drying out could pose a threat, because these are wetland ecosystems, and the reason why this carbon is kept here in the ground is because decomposition is retarded here because of the water. So if you start draining these peatlands, or if you do anything that interferes with the hydrology of these peatlands, then you run the risk of these peatlands becoming a carbon source. It's quite difficult because normally these agricultural activities actually require you to lower the water table in order for the plants to grow and successfully. So I think overall it's not in the interest to convert it's not a good idea environmentally to convert these peatlands to agricultural land, because in order to have to grow crops successfully, you will have to alter, I think, the water table, and for that you'll probably have to drain these peatlands.